génération qui a connu une parenthèse, et je pense aussi que Jean-Arnaud va parler aussi d'une parenthèse dans les Balkans, qu'on a connue avant le 11 septembre, qui est très importante parce qu'elle préfigurait de ce qui allait probablement se passer et qui est en train de se confirmer aujourd'hui dans plusieurs parties. Le Maroc a eu son printemps de la presse, mais personne n'en a souvenir aujourd'hui, parce qu'il est arrivé à une époque qu'on qualifie de l'interrègne, la fin d'un très long règne, d'un dictateur à l'oriental qui était Hassan II et qui est encore dans toutes les mémoires, tellement dans les mémoires. Tout à l'heure, j'ai croisé le ministre de la Culture et qui m'a dit le jeune roi. Mais ce jeune roi au Maroc, il a déjà 18 ans au compteur. Et c'est un garçon de plus de 50 ans. Donc on voit bien comment on peut avoir une perception de l'évolution des pays qu'on ne connaît pas ou qu'on refuse de connaître dans le fond. Alors cette parenthèse est arrivée à un moment où Hassan II a dû desserrer les taux de son régime par la pression internationale après la chute du mur de Berlin et par évidemment les efforts d'une société civile très vibrante au Maroc qui a poussé les choses. On est arrivé, tu en parlais tout à l'heure Thomas, cette génération est arrivée à créer un nouveau journalisme à l'époque parce qu'il y a eu une sorte d'alignement des astres et qui a permis à l'émergence d'une presse conquérante, d'une presse qui a brisé les tabous, une presse qui est allée au-delà et qui a profité d'une inertie parce que le régime à l'époque était occupé par le maintien de la dynastie et du passage à témoin. On parle souvent d'une transition démocratique au Maroc. Moi, je parle plutôt d'une transition généalogique, d'un roi à un autre, d'un régime à un autre. Alors, ça ne veut pas dire que l'anti-sultan, le Maroc n'a pas évolué, ne s'est pas transformé dans les infrastructures, on en parle souvent, mais attention à la vitrine parce qu'elle cache aussi des réalités qui sont dans l'actualité. Cette semaine, Mediapart a fait un formidable reportage sur le mouvement social du Hirak dans le Rif, et on a vu que Rachida, journaliste à Mediapart, n'a pas pu se rendre dans la ville où il y avait vraiment ces événements-là. Et ce n'est pas un épiphénomène, c'est un mouvement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au Maroc, à l'époque, comment l'huître va se refermer, comment le piège va se refermer sur cette expérience qui a essaimé dans la presse, qui a créé une presse intéressante, mais qui aujourd'hui a été, par la suite, laminée par ce retour, ce cap de la dictature dont tu parlais tout à l'heure. Eh bien, on a eu un mini 11 septembre au Maroc, qui n'est pas très connu, mais qui a été un choc terrible, qui s'est passé le 16 mai 2003, où il y a eu 5 attentats simultanés à Casablanca. Le Maroc n'étant pas habitué au terrorisme comme en Europe à l'époque, ça a beaucoup choqué et ça a permis à l'État, au régime, à siffler la fin de la récréation. J'utilise cette terminologie parce qu'elle sort de la bouche de Mohamed VI dans un de ses discours historiques où il a dit c'en est fini il n'a pas dit c'en est fini des libertés, mais il a dit c'en est fini du n'importe quoi. Et le dispositif textuel juridique qui est arrivé après, dont une loi antiterroriste copiée évidemment du Patriot Act américain, mais adaptée à la situation marocaine. Et en même temps, il fallait quand même que ce Maroc puisse avancer vers l'Europe parce que sa vocation est d'être amarré à l'Union européenne pour des raisons économiques, pour des raisons sociétales, culturelles, historiques, etc. Donc il y a eu une sorte de schizophrénie. D'un côté, cette ouverture sur le monde occidental et en même temps, un tour de vis sécuritaire qui n'a pas touché seulement évidemment l'islamisme radical qui était officiellement combattu en premier chef, mais aussi l'émergence aussi d'une nouvelle société civile et d'une presse qui aujourd'hui, après, a subi évidemment les foudres du régime avec des procès à répétition, des journalistes qui sont allés en prison, tu en parlais tout à l'heure Thomas, des titres qui ont disparu, dont le journal hebdomadaire que j'avais cofondé en 97 et qui a dû fermer le rideau, qui a été fermé en fait par décision de justice inique en 2010, donc 10 ans d'une parenthèse avec des lignes rouges insaisissables et un rapport de force avec le régime.
Il y a un deuxième point après le 11 septembre pour la région qui me concerne et qui aura un impact aussi sur le monde entier, qui sont ces fameuses révolutions arabes. La monarchie marocaine a senti le vent du boulet, il n'y a pas eu de déstabilisation du régime, mais nous n'avons pas, pour ainsi dire, nous ne sommes pas entrés dans le tunnel de la transition, comme l'a fait la Tunisie qui verra, elle, un jour, on espère, ce laboratoire du monde arabe qui est en train d'imaginer une nouvelle démocratie, dans la douleur, certes. Les lendemains de l'évolution sont ainsi faits, mais au Maroc, on a évité la catastrophe parce que le régime a pu mettre en place une constitution à la va-vite en 2011 et il a pu reprendre les rênes du pouvoir. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore plus complexe. Moi, je dirais, en écoutant, et il y a des réverbérations qui viennent évidemment de Russie, d'Europe centrale, des Balkans, il y a une forme de poutinisation de ces régimes, y compris le régime marocain, parce que aujourd'hui, il y a une forme d'affranchissement de ce qu'on appelle la tutelle néocoloniale, mais avec tout, c'est comme si on rejetait le bébé et l'eau et son eau de beurre, parce que il y a une forme de retour à un patriotisme, un nationalisme qui fait que toutes les valeurs universelles qui sont celles de l'Occident sont rejetées avec le modèle occidental, même si, évidemment, encore une fois, le Maroc profite des investissements, le CAC 40 est présent, les liens sont très serrés, etc. On l'a vu aussi dans une autre actualité qui est celle de la projection du Maroc en Afrique, de ses liens aussi avec, en Afrique, par exemple, pour prendre cet exemple-là, il y a un nouvel axe intéressant à voir entre Mohamed VI et Paul Kagame, qui, eux, ont comme doctrine le développement économique, mais pas forcément les libertés qui sont reléguées au second plan. Il y a aussi, la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères marocain était en voyage en Azerbaïdjan, en train de chercher d'autres voies diplomatiques pour échapper en fait à cette relation qui était à sens unique, on va dire, avec Paris, Madrid ou Washington, d'autant plus que le Maroc a des difficultés à pouvoir dépasser le conflit du Sahara occidental qui est au centre de sa diplomatie. Évidemment, les sujets sont très nombreux, sont très complexes, mais on vit la même chose. Il y a un retour évidemment de cet autoritarisme dans les textes, mais aussi dans la pratique, puisque alors qu'il y a eu une trêve de quelques années, aujourd'hui des journalistes sont poursuivis, des citoyens journalistes aussi, puisqu'il y a, la plupart d'entre nous ont pris le maquis sur Internet, après avoir tenté tant bien que mal de faire perdurer une presse indépendante sur le format papier avec des modèles économiques classiques. Aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est aussi sur Internet, elle est combattue aussi sur Internet, et surtout, pour revenir aux thématiques qu'on entend en Europe sur la post-vérité, sur la vérité alternative, sur la propagande Internet, l'État occupe de plus en plus l'espace de débat, et donc la presse, et crée ex nihilo ce qu'on a repris en fait de l'Europe des années 30, une presse qu'on qualifie de presse jaune, qui évidemment est financée par des moyens qui sont obscurs, très certainement les services de renseignement, et qui essayent d'occuper le terrain, mais aussi d'occuper les esprits. On est dans une situation où très peu de journaux, très fragilisés économiquement, continuent à travailler dans des conditions décentes. Et nous, pour faire un peu le résumé de ce parcours de 15 à 18 ans, il y a pour moi une régression de la liberté d'expression au Maroc depuis cette parenthèse des années 2000. Et c'est là où je vous rejoins dans cette dérive autoritaire, parce qu'on a eu l'espoir, évidemment, de pouvoir, un peu à l'époque, on pensait à copier un peu la trajectoire espagnole avec une monarchie institutionnelle qui accepterait, qui embrasserait la démocratie, une movida culturelle qui pourrait ouvrir et faire respirer la société, et des journaux combattants qui se transformeraient en des El País ou des modèles comme ça. Et on voit bien que le marqueur
de cette transition inachevée, c'est la situation aujourd'hui de la presse indépendante qui est aujourd'hui à l'agonie quasiment, parce qu'il y a quelques titres qui survivent, on pourra en parler dans le détail. Mais en tout cas, voilà le topo, il n'est pas très différent de ce qui se passe ailleurs, mais il est un peu aggravé par le fait qu'au départ, il s'agissait d'un régime autocratique de base et ancien. Merci Ali. Jean Arnaud, toi, dans la région des Balkans, qui est